Bonjour le live. Est-ce qu'on est vraiment lancé? Je sais pas. En tout cas, sur Twitch, moi je vois toujours Atlas Papa et Kawalt. Ah ouais? Ah non, moi je nous vois, nous, je vois KF, je vois Melvin. Ouais, je pense qu'on est en ligne, ça y est. Trop bien. On était en train de dire que KF était atterré par nos blagues, donc il était peut-être temps qu'on soit en ligne. Ah ouais, d'accord. Ah, on me dit qu'il y a de l'écho chez moi. Est-ce que... Ok. Bon bah très bien, on va pouvoir démarrer cette table ronde. On est là tous autour de cette table réunis pour parler de se rencontrer et de se dévoiler. Donc je trouve que c'est bien de commencer d'ouvrir les tables rondes de la Cyberconv avec un thème autour de la rencontre. Autour de moi à cette table, il y a KF. KF, qui est joueur et autrice, notamment de La Clé des Nuages, qui est paru chez Dystopia, théoricienne du jeu de rôle sur ton blog Ristretto Revenant, et tu fais de la poésie rôliste, ce qui est très joli, une très jolie façon de dire que tu fais du jeu de rôle et de la poésie. Et tu as mis dans ta présentation que tu essayes insensiblement de persuader tout le monde de faire pareil, et je trouve que c'est encore plus joli. Avec nous aussi, il y a Guillaume. Guillaume, tu es comédien, joueur, meneur, illustrateur, auteur à tes heures perdues, et tes jeux sont disponibles sur itch.io et tes dessins sont disponibles sur ton site. J'espère que quelqu'un mettra les liens quelque part pour que ça soit disponible pour tout le monde. Et enfin, il y a Melville. Tu es conceptrice de jeux, podcasteuse et cuisinière pour la bouche, les yeux et le cœur. Et tes créations sont également disponibles sur itch.io et sur ton site. Donc j'espère aussi que les liens seront mis quelque part pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis pour animer la conversation, il y aura moi, Lisa Banana, mais ça vaut pas trop le coup de me présenter là parce que j'aurais pas grand chose de très intéressant à dire. Ou alors, c'est le thème de la table ronde, se dévoiler, tu veux pas te présenter quoi. Mais alors justement, j'allais dire, mais ou alors, faites-le pour moi. Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? T'es quand même une championne de roller derby. Ok. C'est quand même très important et je conseille à tout le monde d'aller voir ce que c'est que le roller derby. C'est un sport incroyable. Vétéran de la cyberconvention, c'est pas ta première fois. Ouais. C'est vrai. Et puis une joueuse émérite d'Actual Play, si je ne m'abuse. Ah ouais, émérite carrément. Oui. Et chroniqueuse sur... c'est chez qui que t'es chroniqueuse? Radio Rolliste. Ouais. Radio Rolliste, c'est ça. Okay, et autrice d'une situation curieusement paranormale, non? Oui aussi, c'est vrai que j'ai fait ça. Et tu fais des couves de folie à base de photos? Aussi, c'est vrai. Non, mais du coup, je fais plein de trucs. Donc, en fait, pendant cette table ronde, on va parler de moi. En fait, t'as fait exprès de pas te présenter pour qu'on te mousse comme ça à l'antenne. Bravo, c'est du joli. Exactement. On va faire un petit badge par titre. C'était ma stratégie. Non, je pense que pendant cette table ronde, on va quand même parler du thème, c'est-à-dire de se rencontrer. On a prévu plein de choses pour cadrer la discussion, mais on va aussi se permettre un peu de roue libre. Du coup, je vais pour démarrer la discussion un peu en roue libre, je vais juste vous redonner le titre de la première partie de ce qu'on s'était dit, de ce dont on parlerait. C'était se rencontrer soi. Comment est-ce que le jeu de rôle permet de se rencontrer soi? Et je me tais, je vous laisse la parole. Bam. Voilà. Ça démarre à point, ça. Eh ben, je peux rattraper la balle, ouais. On m'entend là, c'est bon? Ouais, ça devrait le faire. Et ben, se rencontrer soi, qu'est-ce qu'il y a exactement qui nous amène vers ça à partir du jeu de rôle? Il me semble qu'il y a une espèce un point sur lequel on ne sait jamais exactement où se mettre, sur la question de savoir à quel point est-ce que ce que je joue parle de moi, me dévoile, c'est-à-dire me permet de montrer qui je suis ou de montrer ce qu'il y a à l'intérieur, que ce soit dans des conditions particulières ou n'importe, ou me permet de m'explorer moi-même, c'est-à-dire ce que je joue me dit quelque chose de moi. Et
là où on ne sait pas exactement où se placer, c'est ce sentiment que d'un côté, ce que je fais, ce que je joue, les personnages que je suis, les choses que je fais disent quelque chose de moi. De toute façon, ça vient bien de moi. Le personnage, il n'existe pas autre part que dans ma tête et à la limite dans la conversation commune. Mais d'un autre côté, on voit bien qu'on peut pas faire un rapport 1-1 immédiat, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui a déjà joué un personnage un peu méchant, un peu non recommandable, a bien envie, et je suis la première dans cette situation-là, de se dire ouais, ce personnage, c'est pas moi, c'est vraiment pas moi, je vous l'assure, profite. Et donc, moi, ce que je vous propose peut-être de discuter sur cette première partie, c'est déjà comment est-ce que je me parle à moi-même quand je joue, qu'est-ce que ça dit de moi, le fait de jouer, qu'est-ce que ça me permet de découvrir, à la fois dans un sens subi, dans un certain sens, qui est malgré moi, je joue avec ce qu'il y a dans ma propre tête, donc il y a un côté un peu égo trip, et aussi d'un point de vue plus actif, plus volontaire dans ce que ça me permet d'explorer. Et je pense qu'une fois qu'on aura un petit peu fait le tour de ce sujet-là, de comment est-ce que je me dévoile et qu'est-ce que je dis de moi, qu'est-ce que j'explore dans le jeu de rôle, on aura déjà énormément d'éléments en fait pour attaquer la question vraiment de comment est-ce que ça se passe dans l'interaction avec les autres, comment est-ce que je rencontre les autres ensuite. C'est intéressant ce que tu dis, mais en même temps, au-delà de on part de soi-même, j'ai l'impression que quand on crée de la fiction, quel que soit le médium sur lequel on travaille, on écrit, on raconte à partir de soi. C'est-à-dire que le mieux qu'on puisse faire éventuellement pour se déporter de soi de façon très objective, c'est d'aller rencontrer des personnes qui ont les vécus des personnages qu'on inscrit dans nos fictions pour comprendre un petit peu par leurs témoignages ce qu'elles ont vécu et s'en inspirer pour construire. Mais dans tous les cas, on a quand même cette démarche aussi active, potentielle, exploratoire, qui consiste à dire, je vais jouer ce personnage qui n'est pas moi, je vais chercher activement une autre façon d'être pour explorer cette façon, cette façon d'être différente de moi, avec cette idée de ça c'est l'expression anglaise walk a mile in my shoes, je vais faire une approximation en termes de système de mesure, c'est marcher 1 kilomètre avec mes chaussures. En gros, qui consiste à dire, je vais essayer de me projeter dans la vie de tel ou tel type de personne, de personnage, et ça me permettra de comprendre des choses. Alors, quand on le fait seul, on le fait selon ses propres paramètres. Il se trouve qu'en plus, en jeu de rôle, souvent, on le fait à plusieurs, et que ça pose aussi d'autres questions de... on ne choisit pas exactement quel kilomètre on va parcourir, quoi. Ouais. Tiens, Guillaume, je parlais du fait que ça... Pour moi, c'est vrai, cette projection, en tout cas, la question, elle se pose dans tout... Comment dire dans toute forme narrative. Toi, tu es biclassé, parce que moi, je t'avoue qu'en cuisine, j'ai peu à me poser ce genre de questions, mais toi, en théâtre, j'imagine qu'un peu plus déjà, non ? Ce qui est évident, c'est que effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'on va, je vais parler un peu en matière généraliste, c'est pas des vérités, hein, mais on va quand même créer à partir de ce qu'on est. Ce qu'on est, c'est hyper large, c'est la somme de nos connaissances, la somme de nos émotions à un moment T, la somme de nos expériences, de ce qu'on imagine, de comment on se projette. Du coup, il y a plein de façons d'aborder. On peut aborder effectivement d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue émotionnel. Il y a plein de façons d'être soi dans une création. Et en plus, que ce soit avec le théâtre, que ce soit avec l'écriture, que ce soit avec le jeu de rôle, on va rajouter à ça aussi un lot de contraintes qui vont guider aussi notre façon de se projeter. Que ce soit en jeu de rôle des mécaniques, parce que créer un personnage, jouer un personnage, être dans le personnage, si on fait une partie d'OSR ou si on fait un PBTA, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Au théâtre, c'est pareil, on va avoir un texte qui est des mots d'un autre, mais comment ces mots d'un autre on deviennent nôtres avec notre propre sensibilité et défendre la vision d'un auteur avec l'interprétation d'un metteur en scène et étant soi-même un individu qui va donner sa sensibilité pour créer de l'expérience, pour créer un personnage. Je pense qu'il y a à la fois nous, il y a à la fois la rencontre et il y a à la fois les contraintes qui vont créer comme ça une sorte de bouillon qui fait que même si on met beaucoup de nous dedans, on maîtrise pas tout. Et c'est ça moi qui m'intéresse d'ailleurs.
je suis pas du tout si je suis clair, si j'ai répondu à ta question. Non, mais par contre, du coup, je vais faire le robot et le ping-pong de l'autre côté. C'est des choses dont on avait parlé à la préparation qui prennent un peu ce que disait KF tout au début, mais un tout petit peu à rebours. Moi, il y a un phénomène qui m'intéresse depuis déjà plusieurs années que j'appelle le go-to character, c'est-à-dire, je suis désolé, je fais des anglicismes, je vais essayer de pas trop en faire parce qu'en plus, c'est pas ma passion. Mais en gros, qui est le personnage vers lequel on se tourne, ou la typologie de personnage vers laquelle on se tourne sans même y réfléchir. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette typologie, c'est un peu l'expérience du lâcher prise, quoi. C'est-à-dire qu'on arrête de choisir, et qu'est-ce qu'on va choisir par défaut quand on n'y réfléchit pas, et qu'est-ce que ce choix par défaut dit de nous. Et quelque part, il dévoile des choses de nous dont on n'a pas nécessairement conscience préalablement sur comment on se place dans un groupe, sur comment on se place en termes de caractère, en termes de compétences désirées. Je pense qu'on pourrait presque se poser la question sur à quel type de jeu on joue en tant que rôliste, quel type de jeu on va choisir, qui privilégie plutôt des instances ludistes, narrativistes, simulationnistes. Qu'est-ce que ça raconte aussi de nous en tant que personne? Et quelque part, on peut se dévoiler sur un principe qui est pour le coup, pas de l'écriture automatique, mais un peu du jeu automatique. C'est-à-dire, quand on lâche la conscience, où est-ce qu'on part? Je vais donner un exemple qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais moi, j'ai mis des années à réaliser que la première fois que j'ai fait des jeux de rôle, alors que j'étais beaucoup plus jeune, mon premier personnage, ça a été une rôdeuse demi-elfe. Et rétrospectivement, je n'ai aucune surprise. C'est-à-dire que c'est vraiment, je vois en quoi c'est mon go-to character à plein d'endroits. Et ça m'a. Et plusieurs années après, quand j'ai compris un certain nombre de choses sur moi-même, sur mes enjeux de genre, sur mes enjeux de militantisme écologique, par exemple, je retrace ça et je me dis, ok, peut-être c'est une relecture du passé qui m'arrange aujourd'hui, mais en même temps, je suis vraiment pas surprise que mon premier personnage, tout de suite, il tombe à ces endroits-là. Je sais pas ce que tu en penses, Kev. Je me suis un peu posé la question du go-to character, surtout en GN personnellement, parce que j'ai beaucoup fait du GN à casting, donc avant de commencer à jouer, on reçoit un personnage qui est lui-même le résultat d'un questionnaire et d'un échange comme ça, de sorte que avant même on n'est pas dans une phase de création de personnage, mais on reçoit un personnage attribué, et c'est vrai que pendant longtemps, moi j'ai eu 2-3 types de personnages qui revenaient sans cesse. Et d'ailleurs, c'est vraiment les personnages qui m'ont beaucoup interrogé, parce que j'ai énormément joué des personnages très manipulateurs, pas tant manipulateurs que violents, toxiques, mauvais, méchants, et qui hurlaient. Et ça, c'est un truc qui m'avait vraiment marqué, c'est que je suis quelqu'un qui ne s'énerve jamais dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand je suis dans une situation énervante, je garde ça à l'intérieur et je laisse mon anxiété prendre le dessus et puis je pars, quoi. Tandis qu'en GN, j'ai aucune difficulté à donner du poumon, quoi, on va dire. Et je me suis posé la question de qu'est-ce qu'on en fait, c'est-à-dire que on a des comment dire, il y a une espèce de réflexe un peu, à mon avis, un peu issu de la psychanalyse, qui serait de se dire non, mais c'est fondamentalement, c'est mon moi introverti, c'est le truc que j'ose pas exprimer. Et c'est pas que du bon quand on le dit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a c'est une chose de se dévoiler, mais quand on se dévoile, d'une part, on ne voit pas on voit pas que des jolies choses sur soi. Et d'autre part, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est, comment dire. Est-ce que tu es vraiment une rôdeuse, Melville? En plage dans la forêt avec un arc, est-ce que c'est vraiment le moment où tu seras content, tu vois? Qu'est-ce qui est dans la rôdeuse demi-elfe et toi, et qu'est-ce qui est quand même pas vraiment, qu'est-ce que tu as envie vraiment de t'attribuer, quoi? Et j'avais fini par arriver à un mi-chemin qui était quelque chose comme cette espèce de poussée de colère que j'adore jouer en GN et que je n'incarne jamais dans la vraie vie. Il y a une part de l'ordre, effectivement, j'ai pas envie de parler de refoulé, je trouve le terme très moche, mais il y a une part de ce que je ne peux pas faire, c'est-à-dire que j'ai cette envie de temps en temps de prendre les choses à bras le corps, de hurler un bon coup, de mettre les plats dans le pied, voilà. Et en fait, l'étape de réflexion juste après, c'était de dire oui, mais en fait, je ne le fais pas parce que d'une part, il y a une question d'anxiété, mais aussi d'autre part, il y a une question d'éthique. C'est-à-dire je ne pense pas résoudre beaucoup de situations de cette façon-là. Et il y a une part de voilà ce que je m'interdis à faire en vrai, que je peux explorer, donc que je peux défouler. Et en fait, c'est quelque chose de beaucoup moins dur à accepter dit comme ça, puisque je peux simplement dire, ces personnages-là que j'ai expurgés, que j'ai sortis, je sais pourquoi je les laisse cachés, quoi. Et donc pour continuer un peu ton sujet là-dessus, moi j'aurais tendance à te dire, ça demande.
il y a un vrai travail d'auto-analyse qu'on peut vouloir faire à travers le jeu de rôle, à travers le GN, qui est de savoir bah, qu'est-ce que j'ai dedans et qu'est-ce que je fais sortir, quoi. Ma façon de donner un peu un sens à tout ça, c'est de se dire, quand je joue un personnage, je ne le joue jamais que avec mes propres représentations mentales, la façon dont je vois les choses. Si mon meilleur ami me trahit pour pouvoir s'accaparer le trône d'Angleterre, je sais pas exactement comment je suis censé réagir à une situation comme ça. Donc je me représente, moi, KF, en 2021, je me dis, bon, je me sens mal quand même parce que mon demi-frère convoite le trône, qu'est-ce que je vais en faire? En plus, Elisabeth m'a dit que... Bon, bref. Les différentes options de réactionnelles que j'ai en tête pour mon personnage, que ce soit la colère, la peur, un sentiment d'humiliation, de tristesse, c'est les sentiments, c'est les réactions émotionnelles telles que je me les représente moi. Peut-être que un personnage qui aurait été dans ces chaussures-là il y a 1000 ans n'aurait même pas eu un seul instant de ces façons-là de penser les choses. Peut-être aurait simplement pensé, bon bah, levons des troupes, quoi. Et donc, il y a cette bizarrerie qui est, je suis là pour jouer ce personnage dont le demi-frère vient de le trahir pour le trône d'Angleterre, pour me confronter à ce personnage différent, quoi. Mais pourtant, je ne peux l'aborder que par mes propres représentations, que par la façon dont moi je pense à lui ou à elle. Et comment pour renvoyer un peu la balle, ouais, moi je voulais juste ramener ce côté un peu rabat-joie qui est de dire, je ne sais pas vraiment de l'expérience de l'altérité quand je joue un autre personnage, parce que ce personnage il sort de ma tête quand même, il sort de comment je me le représente et comment j'imagine qu'il est. Pourtant, il y a une part d'exploratoire, on en a déjà un petit peu parlé, je pense qu'on peut revenir dessus. C'est-à-dire que ce que je me représente, ce que j'imagine être mon fameux personnage et tout, ça peut pas mal évoluer en fonction de ce qui se passe autour de nous, en fonction de la façon dont se passe la partie, et en fonction des choix que je me retrouve forcé à faire que j'avais pas forcément anticipé, quoi. Donc il y a quelque chose, à défaut d'être une vraie altérité, il y a quelque chose de l'ordre de l'exploration, j'ai envie de dire combinatoire, quoi. J'ai posé ça et ça et ça sur la fiction, et voilà où est-ce que j'en suis arrivé. Et là j'ai une vraie découverte sur moi-même. Est-ce que ça vous semble faire sens? Voilà. Plus personne n'ose parler. Ça s'appelle l'effet KF. Ouais, mais dans le chat, quelqu'un faisait remarquer que ce que tu expliquais là rejoignait la notion de bleed. Oui, fait, et je pense que c'est pas un truc qui est que c'est pas un terme qui est hyper évident pour tout le monde. Est-ce que l'un de vous se sentirait de définir un peu ce qu'est le bleed pour que tous ceux qui lisent The Rollist Pod dans le chat puissent comprendre de quoi il parle? Moi, je suis OP, d'autant plus qu'à l'époque où je participais, où je co-animais le podcast Ludologie, que je vous recommande encore parce que c'était pas de l'actualité, donc c'est encore valable. Tiens, il y a un téléphone qui sonne. Bref, on a fait un épisode du podcast Ludologie avec Julien Poire, Sandrone, sur cette question-là, sur le bleed. On pourrait traduire par porosité ou capillarité. Moi, j'aime bien capillarité. Vous savez, quand on met un morceau de sucre dans le café, là, et que ça remonte. Voilà, pour moi, c'est un peu ça le bleed, c'est-à-dire il y a quelque chose de nous qui passe dans le personnage et il y a quelque chose du personnage qui passe dans nous, ce qu'on appelle le bleed in et le bleed out. C'est des terminologies qui viennent plutôt du GN, parce que le GN a un rapport à l'émotion qui est quand même plus intense, je crois, que le jeu de rôle, en tout cas, dans ce qu'en témoignent les pratiquants. En tout cas, il y a un enjeu plus verbalisé à cet endroit-là. Et donc, le bleed-in serait, en gros, l'idée que si, par exemple, vous arrivez en colère à votre partie, eh ben, votre personnage va être plus facilement colérique. Et l'exemple que donnait Julien Poire dans le podcast, c'est qu'il a joué une campagne où il jouait un orc très en colère. Et ben, quand il allait jouer ses parties, il écoutait du gros métal très vénère avant d'arriver aux parties pour être dans le bon état psychologique de se nourrir, pour avoir cette colère, pour avoir cette énergie-là dans les parties. Et le bleed out, c'est qu'est-ce qu'on en ressort. L'exemple un peu typique, c'est on a joué une romance avec quelqu'un. Comment on gère ça a posteriori entre
le fait qu'on n'a qu'un seul cerveau, on n'a pas le cerveau du personnage et le nôtre, donc quand on a joué des émotions, quelque part, si on veut les jouer sincèrement, il faut qu'elles nous traversent un petit peu. Enfin, je pense que Guillaume a plus de billes que moi là-dessus, mais moi j'ai l'impression qu'il faut quand même se laisser traverser par des émotions pour pouvoir les exprimer avec un peu de sincérité. Et quand si on s'est laissé traverser, ça ne disparaît pas nécessairement comme ça non plus. Donc il reste ce truc-là. Voilà, moi je l'ai vu effectivement des affinités ou au contraire des animosités avec les personnages d'autres joueuses, qu'elles soient des amies ou pas d'ailleurs, mais je voyais bien à quel point ça pouvait teinter un peu de temps après, c'est-à-dire que ça passe, après on discute, on débriefe, et c'est à ça que servent les débriefs, les temps de discussion, les temps d'atterrissage. On a été dans cette espèce on a été dans ce train ensemble là, et puis il faut quand même se donner un petit peu de temps en gare pour se dire au revoir avant de reprendre chacune sa route de son côté, quoi. Et voilà, j'espère que ça explicite un petit peu ce que c'est le bleed. En tout cas, voilà, c'est cette partielle indistinction, en tout cas ce report entre ma vie de joueuse et la vie des personnages que j'ai incarnés, parce qu'au fond du fond, effectivement, on joue avec le même organe. Enfin, c'est le même organe qui raconte tout ça, quoi. C'était hyper clair, merci Melville. On reviendra plus tard sur l'importance de faire des débriefs ou de préparer les parties, mais du coup, tu as dit un truc tu as fait un petit appel à Guillaume que j'ai trouvé assez intéressant sur comment est-ce qu'en fait tu fais ça au théâtre aussi, et quelle différence tu placerais avec le jeu de rôle, Guillaume? Déjà, peut-être pour recadrer un peu, pour moi, encore une fois, je vais parler que de ma propre expérience. C'est-à-dire qu'il y a 50 000 façons de faire du jeu de rôle, comme il y a 50 000 façons de faire du théâtre. Donc moi, je vais parler seulement de ce que je connais. En tout cas, c'est pas des vérités ou des règles, mais être le personnage, en tout cas, vivre ses émotions, ne faire qu'un entre le personnage et le comédien, c'est mon travail. Enfin, c'est ce que je fais tout le temps, c'est vraiment ce que je recherche. Donc je le recherche à la fois au théâtre et à la fois au jeu de rôle. Et la notion de bleed, du coup, pour moi, elle est assez particulière parce que ma compétence professionnelle, c'est justement de faire monter ses émotions et de les faire redescendre. C'est-à-dire que moi, j'ai appris en tant que comédien, c'est non seulement jouer, mais arrêter de jouer. Parce que sinon, c'est invivable. Quand je joue un gros salaud au théâtre, le soir, le but, c'est pas que je frappe mes enfants parce que je suis encore dans le personnage, quoi. Du coup, moi, ma compétence, c'est vraiment d'être à fond dans l'émotion. Et quand c'est fini, j'arrête. Des fois, d'ailleurs, je sens, suivant comment je joue avec certaines personnes, je me suis rendu compte que je pouvais me mettre chiant parce que j'ai aucun mal à être à fond dedans, de dire une connerie et de nouveau être à fond dedans. Parce que c'est aussi notre façon de travailler. Je veux dire, quand on répète, on est à fond dans la scène. Après, on va boire un café, on va pisser, on va fumer une clope et puis on est de nouveau à fond dans la scène. Et du coup, cette notion de bleed, de l'émotion qui reste, où toi, t'es en colère, du coup, ton personnage va être en colère, c'est quelque chose qui, non seulement, je pense que je vis pas forcément comme ça, mais qu'en plus, qui est même contraire à ma compétence professionnelle. Je veux dire que quand je dois jouer une scène d'amour avec quelqu'un, en fait, si j'arrive et qu'en fait je l'aime pas, j'ai une journée de merde et tout ça, les spectateurs, ils doivent pas le sentir, quoi. Et du coup, à la fois dans le jeu de rôle et à la fois dans le théâtre, moi, j'aime justement laisser la place au personnage. Je dis des fois un peu de façon caricaturale que moi, ma façon de jouer un personnage, c'est de tuer Guillaume. Et ça participe d'ailleurs au fait d'avoir une partie de track. Il y a vraiment ce moment où tu sens que toi, tu disparais pour laisser la place à quelqu'un d'autre, qui des fois est un peu vertigineux. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime et que je recherche. Alors, encore une fois, ça va vachement être dépendant du jeu auquel tu joues. C'est-à-dire que quand tu joues un barbare qui tue des gobelins et dans un donjon, tu auras peut-être un peu moins d'implication émotionnelle que quand tu vas jouer une partie j'ai vu passer tout à l'heure dans le chat, de Alice is Missing. Enfin, il y a des positionnements qui sont un peu différents. Mais moi, j'aime ça. Et par contre, je me suis rendu compte que j'ai réfléchi, comme on en a discuté en avant, sur le bleed, sur ce qui reste. Moi, j'ai l'impression que j'ai un bleed intellectuel. Comme j'ai aucun mal à jouer avec mes émotions, à les laisser monter, à les ranger quand j'en ai plus besoin. Par contre,
tout ce qui est de l'ordre de vraiment de la réflexion, de l'intellectualisation, de réfléchir à une énigme, de se projeter sur des situations et tout ça, pour le coup, j'ai vachement de mal à m'en débarrasser. Et qu'après une partie qui a été, on va dire, plus intellectuelle qu'émotionnelle, je rumine pendant des heures avant d'aller me coucher. Et ça, par contre, je sais pas, j'ai plus de mal à arrêter ça, moi. Et encore une fois, j'ai l'impression que j'ai dévié de la question. Mais et pour finir avec comment on se dévoile, je vais dire encore une fois des banalités, mais j'ai l'impression que depuis que je fais du jeu de rôle, depuis que je fais du théâtre, à force de jouer des personnages, parce qu'on parlait tout à l'heure de personnages un peu récurrents, moi, un de mes plaisirs, c'est de changer à chaque fois. J'adore essayer plein de trucs. Et je me suis rendu compte, avec le temps, j'ai toujours été très mal dans ma peau avant. Et depuis que je fais du théâtre et du jeu de rôle et que vraiment que j'expérimente plein de personnages et que je mets en scène, que ce soit en partie ou sur scène, tout ça, j'ai l'impression de m'être apaisé et d'avoir appris qui j'étais et de m'être vraiment rencontré moi-même et d'apprécier la personne que je suis. Ça a mis du temps et j'ai pu le faire grâce en fait à tous les personnages que j'ai pu jouer, quoi. C'est assez paradoxal et je ne saurais pas l'expliquer. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, à force d'être dans ma vie de tous les jours, d'être quelqu'un d'autre, que ce soit sur scène ou dans le jeu, j'ai fini par apprendre qui j'étais, en fait, ou qui est peut-être le point commun de tous ces personnages, et en fait d'apprécier la personne que je suis. J'aimerais juste, peut-être pour clore cette question de l'exploration et de la révélation, il y a une notion que je trouve assez pertinente à amener ici, c'est le travail émotionnel. C'est-à-dire que on n'a pas une compréhension immédiate et naturelle de nos émotions, de ce qui se passe en nous, et on a besoin, je crois, à certains moments de notre vie. Alors il y a des moments hyper... C'était quoi ce bruit? C'était je pense que c'est quelqu'un qui ouvre sa gourde. C'est ma gourde, ouais, pardon. Bien. Ce que j'ai fait de travail émotionnel, c'est le fait d'avoir vraiment une réflexion poussée sur ses émotions, sur ce qu'on ressent, sur la façon de le gérer, etc. C'est par exemple ce qu'on va pouvoir trouver dans des groupes de discussion autour du polyamour, de la communication non violente, choses comme ça. Mais c'est plus largement quelque chose que tout le monde a à faire à des moments clés de sa vie. C'est-à-dire, je subis un deuil tout à coup, comment est-ce que je gère émotionnellement ça? À qui est-ce que je demande de l'aide? Qu'est-ce que je fais, etc. Et un des enjeux de la compréhension du genre actuellement, c'est enfin le genre au sens homme, femme et non-binarité, c'est que les personnes assignées hommes sont notoirement moins bien préparées et moins beaucoup moins expérimentées à faire ces travails émotionnels. C'est-à-dire qu'on a on est plutôt poussé à garder des émotions au fond, n'en avoir rien à faire et s'habituer à n'en avoir rien à faire, quoi. Et le jeu de rôle peut être un outil conscient, je crois, de réflexion sur ce travail émotionnel, de mise en place de ce travail émotionnel. Je dis pas inconscient parce que c'est pas quelque chose qui vient de soi. C'est-à-dire que j'ai été des joueurs, des joueuses qui arrivent pour jouer des situations techniques. Je vais d'un point A à un point B, je vais faire tel truc. Et si je ne suis pas là pour émettre de l'émotionnel, si je ne suis pas là pour cette porosité, cette capillarité là, je peux me débrouiller pour que ça n'arrive jamais. Toutefois, moi je me souviens je me souviens. Ma dernière partie de jeu de rôle, je crois actuellement, c'était une partie de Trip to Sky qui a été 2h30 à peu près passée à se poser la question de où on est le personnage. Il y avait de longs dialogues, de longues situations avec d'autres. On se demandait mais comment est-ce que je me sens par rapport à ce qui s'est passé, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui se passe, etc. Et le jeu de rôle a beaucoup cette possibilité de nous donner un cadre, un espace et des problèmes assez simples en fait, c'est-à-dire simples au sens où ils sont définis dans le langage. Et c'est juste de la fiction, c'est pas le réel avec son côté absolument tentaculaire, sur lesquels faire ce travail émotionnel et voir un petit peu qu'est-ce que ça dit de nous, comment est-ce que on peut l'appliquer là maintenant et y réfléchir sans qu'on soit dans des situations véritablement graves. C'est-à-dire, je ne suis pas réellement responsable de la chute d'un continent dans le vide. Donc je peux rentrer ça dans mon oreiller et puis l'oublier quand je vais me coucher le soir. Mais il y a un travail émotionnel qui se fait de l'intime jusqu'à des niveaux beaucoup plus hauts et qui, à mon avis, on a dans le jeu de rôle un outil, en fait. C'est pas juste un espace de dévoilement, mais c'est aussi un outil. On revient un petit peu sur ce que tu disais, Melville, sur l'exploration volontaire de soi. Et voilà, quoi, le jeu de rôle comme outil actif d'éducation au travail émotionnel. Ouais.
Je pense que c'est une bonne conclusion de première partie de discussion pour parler maintenant de comment le jeu de rôle permet de rencontrer les autres. Parce que finalement, je pense qu'on ne révèle pas tout à fait la même chose selon qui on a en face. Et je me demande ce que vous en pensez. Tu peux reformuler ta question. Ok, très bien. On s'était dit ça quand on avait discuté un peu de la préparation de la table ronde, que en plus de se révéler soi-même, on se révèle aussi aux autres. Et on ne révèle pas toujours la même chose, à la fois de nous-mêmes et des personnages qu'on a envie de mettre en scène, selon qui on a en face de nous. Et que c'est un bon moyen de se demander comment on rencontre des gens. On peut mettre, on va être obligé de mettre un petit peu de côté la pratique de jeu de rôle solo, qui n'est pas inintéressante par ailleurs, mais qui ne marche pas très très bien dans ce dont on va parler ici. Mais fondamentalement, mis à part le jeu de rôle solitaire de façon assez massive, la pratique du jeu de rôle, qu'elle soit celle qu'on entend classiquement, traditionnellement, un meneur des joueuses autour d'une table, ou des choses même plus abstraites, de l'ordre de la fanfiction sur forum, ce genre de choses, c'est beaucoup des pratiques sociales. C'est-à-dire que le jeu de rôle, c'est initialement, premièrement, un jeu de société. Comme le nom l'indique, c'est du lien entre des personnes. Et on construit comme ça, c'est-à-dire qu'une des particularités d'une partie de jeu de rôle, c'est qu'on raconte des choses à plusieurs. À nouveau, hein, je prends pour la troisième fois les pincettes, puis après j'arrêterai parce que sinon ça va être ingérable tout le temps, mais j'entends bien qu'il y a une pratique de jeu de rôle solitaire, mais on est obligé de la mettre un peu de côté dans ces considérations. Mais voilà, donc c'est un espace de rencontre, le jeu de rôle, que ce soit les autres joueuses autour d'une table, que ce soit des personnes en club, que ce soit des personnes en convention. Si on a une terminologie rôliste, c'est pas par hasard, c'est une population qui se rencontre, sinon il n'y a pas la cyberconvention. Donc il y a un espace de socialisation fort pour moi dans le jeu de rôle, et je crois que ça a été l'expérience de beaucoup de personnes qui ont découvert le jeu de rôle aussi, que de se découvrir des pairs, PAIR, c'est-à-dire des personnes qui partagent des centres d'intérêt, qui partagent un rapport, je sais pas, narratif au monde, un truc comme ça. En tout cas, un désir de raconter ensemble des histoires, de continuer à faire on dirait qu'on serait, alors même qu'on est des adultes. Et puis par ailleurs, je pense que il y a des paramètres sociologiques à ça. On commence à avoir significativement plus de choses qu'il y en avait il y a une époque. Je pense que c'est par hasard s'il n'y en a pas eu pendant longtemps ou très peu pendant longtemps. On a construit aussi des portes d'accueil, quelques portes fermées aussi, ça bouge. Mais en tout cas, oui, on rencontre d'autres personnes, on rencontre des groupes en particulier. À l'époque où le jeu de rôle a émergé, on n'appelait pas encore ça les geeks. Aujourd'hui, c'est une population qui existe, qui est identifiée et qui s'assume, quoi. Et donc je crois qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. Là, on n'est pas dans le dévoilement, hein. On est encore dans on rencontre des gens, on rencontre un groupe et on partage une activité. Alors en interne, on a des désaccords, mais néanmoins, on partage quand même cette activité qui consiste à, schématiquement, s'asseoir autour d'une table et raconter des histoires ensemble. J'ai passé la parole à personne derrière, donc vous vous démerdez. Hein. Attrapez la balle au bon. Je vais prendre la balle alors. Tout à l'heure, je disais qu'un de mes principaux plaisirs, c'était vraiment de jouer des personnages. Mon deuxième principe, oui, c'est juste. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est vraiment de rencontrer des gens. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui me plaît dans faire du jeu de rôle. Du coup, grâce aux communautés sur Internet, on peut jouer avec des gens un peu partout dans le monde. Moi, je fais régulièrement des parties
à la médiathèque à côté de chez moi. D'ailleurs, il y a la nuit du jeu ce soir, avec des gens qui viennent découvrir et de tous les âges. Enfin, j'adore ça. J'ai joué avec des gamins sur des parkings de quartiers populaires, des gamins qui zonaient. J'installais une table de camping sur le parking et on a joué. Enfin, moi, j'adore justement me servir de cet espace pour rencontrer des gens. Et notamment, ce qui me plaît dans cette rencontre-là, c'est que c'est une rencontre que je trouve hyper poétique. C'est-à-dire qu'on ne va pas d'emblée demander aux gens qu'est-ce qu'ils font comme métier, combien ils gagnent et pour qui ils votent. On va leur demander est-ce qu'ils préfèrent être un guerrier ou un magicien, est-ce qu'ils préfèrent jouer une souris qui fait des aventures ou aller dans des vaisseaux spatiaux dans l'espace, est-ce qu'ils préfèrent un jeu où on jette des dés ou un jeu où juste on raconte. Et on a une rencontre comme ça qui est plus sur notre sensibilité, on est sur notre sensibilité, sur notre folie, sur notre imaginaire. Et je trouve que c'est une belle façon de se rencontrer sans forcément mettre un jugement. Est-ce qu'on fait partie du même groupe social, la même communauté En fait, déjà, on se rend compte sur est-ce qu'on a envie des mêmes histoires, est-ce que même pas, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Et moi, j'adore ça. Et j'ai l'impression que chaque partie que je fais, chaque rencontre que je fais, fait de moi quelqu'un de meilleur parce que du coup, ça m'ouvre à plein de gens différents, à plein de. Enfin, j'ai l'impression que ça me fait du bien. Je trouve vachement jolie la question est-ce qu'on a envie des mêmes histoires, quoi. Je vais la garder en tête un instant sur la façon dont on se connecte aux autres. Parce que une question que je me suis souvent posée quand je faisais du jeu de rôle avec des gens autour de moi, c'est est-ce que je viens plutôt parce que j'ai envie de jouer à un jeu, certes dans une dimension sociale, mais j'ai envie de jouer à tel truc, j'ai envie de jouer à Blades in the Dark, j'ai envie de voir l'histoire que ça va créer. Ou est-ce que je viens uniquement pour rencontrer des gens, pour passer un bon moment ensemble, et finalement l'histoire, le jeu est secondaire, quoi. Et c'est c'est une alternative un peu nulle parce que dans les deux sens, on a l'impression d'être perdante, quoi. D'un côté, si t'en as rien à faire de l'histoire et de ce qu'on joue, mais pourquoi est-ce que tu fais du jeu de rôle? Et d'un autre côté, tu peux pas non plus dire excusez-moi, vous êtes mon prétexte pour ma dose de fiction du jour, mais je m'en fiche un petit peu. Donc on est vraiment dans une rencontre à deux, c'est-à-dire quelles histoires est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble et qu'est-ce qu'on va pouvoir en sortir derrière, quoi. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, le versant un peu game design de ce que tu racontes aussi, c'est comment est-ce que je peux essayer de trouver des jeux, créer des dispositifs particuliers qui nous font raconter des histoires différemment. Et raconter différemment, ça veut aussi dire s'organiser différemment autour de la table. Que ce soit les jeux qui nous ont demandé de respecter des tours de parole stricts, de s'écouter, les jeux qui mettent une personne au centre le temps que tous les autres lui parlent. Je pense tout autant à des choses comme Polaris avec une personne qui lutte et toutes les autres qui jouent le reste du monde, ou à des choses comme Perdu sous la pluie par exemple. Et puis d'autres jeux plus informels, plus étranges comme Dragonfly Motel qui te donne juste à jouer des instants de rêves étranges. Moi j'ai des souvenirs de jeux qui, dans la mesure où ils te donnent beaucoup de liberté et te laissent choisir par quel angle tu veux aborder les choses, te demandent aussi de choisir tes armes. J'ai un souvenir d'une certaine campagne de Dream Askew, par exemple, un jeu donc sur les communautés queer de la post-apocalypse, où j'étais en charge à la fois d'une part d'un personnage qui vivait donc dans cette communauté-là, et d'autre part de jouer le Maelstrom, c'est-à-dire l'étrangeté psychique au fond du monde, et où 3 scènes sur 4, je me débrouillais pour que mon personnage soit absent ou évanoui, ou en train de dormir, ou peu importe, pour pouvoir jouer le Maelstrom à plein var. Mine de rien, ça m'a pas mal confirmé de choses sur la façon dont j'appréhendais l'univers, la description comme une espèce de personnage, par exemple. Et sur la façon dont moi, ça me permettait de jouer en interaction avec les autres, et une interaction assez étrange qui est jouer l'ambiance, c'est-à-dire jouer en changeant un petit peu les boutons et les réglages de l'ambiance de la scène qu'on est en train de jouer, ce que j'aurais ressorti dans plusieurs autres BOB, quoi, sur les jeux dérivés de Dream Askew qui ont ma préférence pour ça, qui ont mon intérêt pour ça, c'est ce côté pendant que vous faites votre petite scène entre vous, moi je vais être au fourneau et vous essayez de mitonner un peu une ambiance en particulier. Et c'est assez, mine de rien, ça nous met dans une position, la façon dont on raconte, je reviens sur cette idée-là, la façon dont on raconte nous met dans une relation et dans une structure de jeu par rapport aux autres, qui est souvent une organisation qu'on ne retrouve pas directement comme ça dans d'autres moments de notre vie ensemble, quoi. C'est assez rare qu'on se dise qu'on va s'organiser ensemble de telle ou telle façon. Disons
Ouais, j'ai pas de souvenir à part en jeu de rôle, de moment où je vais aller voir des amis pour essayer de m'occuper de l'ambiance de leur soirée et de faire en sorte que ça se passe bien pour eux, puis rester discrètement dans mon coin, quoi. Et c'est peut-être vers ça que j'aimerais aller ensuite sur le game design. Je t'en prie, Melville. Ce que tu viens de dire à l'instant, pour moi, ça résonne très fort avec ce que tu évoquais sur le travail émotionnel. On pourrait parler de charge mentale aussi, de se faire discrète. Tu vois, moi, je bosse en cuisine, donc forcément, ça me parle de. En fait, je vais essayer de me faire discrète. Et j'ai fait de la production avant en radio, donc des endroits où moi, j'ai pas envie. Je vais laisser les gens à l'antenne, très bien. Par contre, je vais tout faire pour que. Il y a notre réalisateur qui nous fait coucou, vous le voyez pas, mais il est touché, je crois. Merci beaucoup. En tout cas, il y a ce truc de je vais tout faire pour que vous passiez un bon moment, mais que ce soit discret. Je crois qu'il y a un certain nombre de meneurs de jeu qui se vivent comme ça aussi dans leur partie de jeu de rôle, et je trouve que c'est effectivement une posture intéressante, et socialement, je crois qu'elle peut exister à travers un certain nombre de circonstances, de services, que ce soit professionnel ou pas. Hein. Mais typiquement, organiser une soirée et être beaucoup en cuisine pour faire à manger, s'occuper de la musique. Je pense que les DJ peuvent avoir ce rapport-là à un événement. Voilà, c'était juste pour rebondir sur ce que tu venais de signifier. Il y a quelqu'un qui monte les escaliers avec son micro. Ouais, alors tout à l'heure, j'ai bien identifié la gourde. Là, on est dans des étrangetés. Est-ce que tu as une créature cachée dans une boîte chez toi, Guillaume? Alors là, ce bruit-là, je pense qu'il vient pas de chez moi, parce que moi, je l'entendais comme vous et je vois pas d'où il vient. Ok. Personne ne sait. Voilà. C'est le bruit mystérieux qui s'est invité dans notre table ronde, mais c'est bien, les autres là qui parlent d'aliens dans le chat, tout ça, qui ont invoqué une créature. Pour l'instant, elle n'est pas encore vraiment dans la réalité, elle est juste dans les ondes. En ce qui concerne la rencontre, cette histoire de trouver ce qu'on a envie de créer ensemble, c'est quelque chose que je ressens vachement, notamment quand je propose des parties en médiathèque. J'adore ce moment où il y a des gens qui arrivent, qui ne se connaissent pas, dont la plupart n'ont jamais fait de jeu de rôle, qui n'ont pas le même âge, qui ne viennent pas du même endroit, ni les classes sociales, rien du tout. Enfin, vraiment des gens complètement différents. Et moi, au lieu d'arriver avec un jeu, on dit on va jouer à ça, j'arrive avec 10 jeux, 12 jeux, dont certaines fois les vôtres, Melville et Kev. Et en les présentant, rien qu'à la façon de les présenter, je suis à l'écoute des réactions des gens, de voir sur quoi ils tiltent, sur quel mot. Il y a un moment, il y a un petit sourire qui monte, où il y a les yeux qui se mettent à briller. Si c'est quand je parle de la mécanique ou quand je parle de l'histoire qu'on va jouer, et de trouver du coup dans toutes ces propositions la proposition de jeu ou les propositions de jeu qui font que toutes les personnes qui sont autour de la table vont se retrouver à un moment et vont créer une expérience commune, parce que chacun a projeté quelque chose dedans et ils vont créer ensemble. Et j'adore ça. Sur la rencontre, justement, comment servir du jeu ou servir de ce qu'il évoque pour chacun pour créer cet espace de rencontre, c'est vraiment une des choses que j'aime dans notre passion, quoi. Et notamment, si je prends un exemple très concret, la dernière session que j'ai fait, ils étaient 7. Il y avait une petite fille qui avait 8 ans, des adolescentes, un papa, une maman en fait qui n'était pas censée jouer, mais son fils jouait à côté, elle attendait dans le couloir avec un livre. Je lui dis bah non, mais venez avec nous, vous n'allez pas attendre. Et du coup, on s'est retrouvés tous ensemble. Et quand j'ai présenté les jeux, il y avait les ados qui tiltaient un peu sur le côté aventure, des risques, machin, tout ça. Il y a la petite fille, dès que j'ai parlé de souris, qui a commencé à avoir les yeux qui brillaient, elle n'écoutait plus rien. Enfin, du coup, chacun trouve un truc, et il y a Mouse Ritter, du coup, qui est devenu évident. On va faire de l'OSR, on va jouer des souris, il y a de l'aventure. Et une des ados, qui, elle, était à fond dans l'idée de pas de proposer, mais d'être à l'écoute. Et puis, à chaque fois, je la voyais, dès que je parlais d'un truc, elle projetait des histoires dans sa tête. Et je l'ai pris en MJ avec moi. Du coup, on a co-masterisé à deux une partie de Mouse Ritter, et qui était super, quoi. Et ce choix de jeu et cette répartition, elle s'est faite vraiment dans la rencontre avant de jouer. Tu veux y aller, Melville ? Vas-y.
Moi, il y a un truc que j'ai envie de récupérer de ce que tu dis, parce que je crois que c'est assez important. Dans la première partie, quand on a beaucoup parlé de se dévoiler, de s'explorer, moi je pense qu'on était vraiment dans des problématiques qui touchent surtout des personnes qui ont envie de le faire activement. C'est-à-dire que c'est difficile comment dire, c'est difficile d'aller loin dans l'auto-analyse, dans faire le tri de ce qui est moi, ce qui ne l'est pas, de ce que me révèle le jeu et ce que je me découvre à faire en le faisant, sans une certaine analyse, sans un rapport réflexif. Et il y a un moment où aussi il faut se rappeler que beaucoup de gens en jeu de rôle ne font pas du tout ça. Beaucoup de gens ne sont pas en train d'écouter cette table ronde déjà, malheureusement. Et il y a globalement toute une proportion de rôlistes qui veulent jouer des parties et qui veulent pas forcément aller beaucoup plus loin, quoi. Et ce que tu racontes ici, Guillaume, ça me semble rappeler que déjà l'expérience du jeu de rôle, elle est plurielle. Déjà, il n'y a pas une expérience rôliste en elle-même dans laquelle on rentre toutes et tous, mais évidemment une variété de tables différentes, mais aussi une possibilité de rencontres et de moments vraiment réelle et intense, qui ne passe pas du tout par nos crypto auto-analyses psycho-chelous dont on a parlé un peu avant. C'est-à-dire qu'il y a un contact humain qui, sans passer par les outils dont on a parlé, peut aussi avoir lieu, quoi. Moi, ce que j'aimerais peut-être discuter autour de ça, c'est... Tu as parlé de la rencontre avant la partie. Moi, j'ai beaucoup envie d'en parler aussi du débrief et de l'après-partie. C'est peut-être le moment de se rappeler aussi que la partie jeu de rôle, elle est incluse dans un contexte plus large et qu'il se passe des trucs dedans, quoi. Que ce soit les plats qu'on a, les petits plats que la cuisinière a préparés juste avant la partie, ou les circonstances dont toi tu nous parles, ou justement les circonstances, par exemple, d'une partie via Discord, comme elles ont explosé depuis le confinement. C'est-à-dire que on s'est bien rendu compte, toutes et tous, que si on se connecte à 20h pour jouer la partie, qu'à 23h on se déconnecte après la fin de la partie, il y a un truc vide qui se passe, quoi. Et il manque une composante assez cruciale. Donc je sais pas si vous voulez partir tout de suite là-dessus, si tu as autre chose, Melville, ou si on se lance dans l'autour jeu de rôle. Ben, moi, pas de souci, hein. Je le disais tout à l'heure, le jeu de rôle, pour moi, enfin, là je vais parler de moi, je sais pas à quel point ça va aller au-delà de l'exemple, mais pour moi ça a été ça a été beaucoup un espace social. C'est-à-dire que ce que j'ai trouvé dans le jeu de rôle, c'est précisément un jeu non compétitif, en tout cas pas un jeu d'affrontement, ce qui structure ma pensée depuis longtemps, un jeu narratif où on construit des histoires ensemble, et puis un espace social où on passe du temps avec des gens, on partage quelque chose, avec cette vieille rengaine de celui qui... On gagne tous ensemble si on a passé un bon moment. Mais effectivement, dans un bon moment, il n'y a pas que la partie. Moi, j'ai plus d'expérience de club depuis un certain temps, j'en ai eu pendant longtemps, et il y avait de l'avant et de l'après. Et je crois que dans les tables individuelles, personnelles, il y a ça. En ligne, c'est sûr que c'est plus les mêmes enjeux, que ça change. Mais en tout cas, il y a ce qu'on ramène à manger, il y a ce qu'on ramène à boire. Moi, je crois que cette sensorialité-là, elle fait partie de la convivialité et que la convivialité, c'est un élément important dans le jeu de rôle. Je crois que s'il y a des populations entières qui s'en sont tenues éloignées pendant longtemps, c'est parce qu'elles n'avaient pas accès à cette convivialité, à cette ouverture. Et oui, évidemment que c'est du temps humain, des personnes qu'on est, et que ces liens qu'on crée entre personnes, ils nourrissent nos parties, et que, inversement, les liens qu'on crée dans nos parties, ils nourrissent nos liens humains. Enfin, je veux dire, moi, parmi les personnes qui sont aujourd'hui les plus chères de mon cœur, d'abord, il n'y en a pas beaucoup à qui j'ai pas au moins fait essayer une partie de jeu de rôle si elles n'avaient pas déjà essayé avant. Inversement, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées à travers le jeu de rôle et qui sont devenues des personnes à qui je tiens énormément aujourd'hui. Et je pense que c'est pas une expérience rare. Il y a cet espace-là qui est un espace de rencontre humaine. Et finalement, si on est capable de se retrouver pour raconter des histoires ensemble, et si on est capable de se trouver des histoires qu'on a envie de raconter ensemble, c'est peut-être qu'on a des choses à se raconter, tout simplement, et que du coup, le lien, il a du sens. C'est que se retrouver juste pour jouer et repartir après, c'est un truc de l'ordre de la partie consumériste. C'est comme aller à la salle de sport, quoi. Mais si on n'a pas de temps dans les vestiaires pour discuter, on est un peu seul. Voilà. Ouais, mais je te rejoins, mais
à 3000%. Vraiment, enfin, c'est un vrai espace de rencontre. Et c'est aussi un espace, pour moi, de culture, dans le sens où, je ne vais pas dire le contraire, c'est mon métier, la culture, je vis de ça, mais pour moi, c'est indispensable parce que c'est le moment où on se crée une histoire commune. Et c'est ça qui nous lie. C'est que quand on fait je reprends cet exemple de la partie des gens qui ne se connaissent pas, qui arrivent en médiathèque et qui jouent ensemble, ils sont en train de se créer une histoire commune. Ils sont en train de se créer un lien qui est via peut-être une histoire fictive, mais qui est aussi par un partage d'émotions, par un partage de valeurs dans ce qu'on met dans la partie, par un partage de sensibilité, par aussi des choses simples comme partager de la bouffe, de la nourriture, des blagues, et puis des petites expériences personnelles. Et ce moment où on repart ensemble et en espace de 4 heures, on s'est créé un moment commun dans nos vies. Et ça, c'est quelque chose dont je suis convaincu que c'est indispensable dans nos sociétés, de se créer ces moments, que ce soit par le jeu, par la culture, par la cuisine, par le jardinage, enfin, de créer ces moments où on se crée des histoires communes pour vivre ensemble, quoi, et être ensemble. C'est probablement pas par hasard si le grand cliché rôlistique, c'est des personnages qui commencent dans une auberge. Ils commencent pas à Pôle emploi. Enfin... Il y finit. Non, mais ils pourraient commencer à la guilde de mercenaires, où c'est là où sont posées les annonces. Mais non, ils sont à l'auberge, ils sont en train de boire des coups et de manger ensemble. Et il y a quand même ce grand trope aussi des aventuriers qui n'ont jamais quitté l'auberge de la partie. Parce que finalement, c'est clair. Social, il reste présent. Et quelque part, l'auberge des PJ, c'est un espace transitoire autour de la table des joueuses et dans la fiction des personnages. Tu vois, les personnages, ils commencent par manger des chips et du coca, et puis d'un seul coup, c'est des plats plus exotiques, des boissons plus exotiques, et puis d'un seul coup, ils sont dans une taverne, et puis d'un seul coup, ils partent à l'aventure, quoi. Mais c'est un point de passage. Enfin, moi, j'ai du mal à le lire autrement comme ça. Mais je trouve que, enfin, je me permets d'intervenir pour dire à quel point je trouve que ça. Mais t'étais là, toi? Ouais, je t'ai pas parti faire un café pour de vrai. Non, mais qu'en fait, ce que tu dis sur se rencontrer à Pôle emploi, méfions-nous parce qu'il y a des jeux dans lesquels ça pourrait arriver. Airwick fait remarquer très justement dans le chat que ça pourrait être un super cadre pour Fiasco. Mais qu'effectivement, on met en scène des lieux de rencontre qui sont déjà des lieux de rencontre, en fait. Pas comme une gare où c'est juste un lieu de passage ou un banc public où on s'assied 2 minutes pour refaire ses lacets. Et encore, un banc public, on peut y rencontrer des gens parfois. Un banc public où on s'assoit 2 minutes pour refaire ses lacets, ce sera un très bon cadre pour la clé des nuages. Hein. Voilà. Ouais, et puis la gare, c'est le dernier jeu de Comme Martin. Exactement. La personne la plus active de ce chat, si j'ai bien calculé. Je suis contente que quelqu'un rebondisse dessus. Pour dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'en jeu de rôle, il n'y a pas de non-lieu de rencontre. Mais c'est pas tout à fait, notre sujet, même si ça y touche un peu. Par contre, quand on a discuté pour la préparation de la table ronde, on a parlé justement de tout ce qui est fait pour mettre en place la rencontre dans les jeux de rôle, que les jeux sont pas designés comme étant seulement des jeux, mais comme étant aussi une espèce de boîte à outils d'éléments pour expérimenter d'autres formes de rencontres. Et je me demande si, parce que vous aviez été très prolifique sur ce sujet quand on avait préparé la table ronde, qu'est-ce que vous auriez à en dire là, maintenant ? On aurait enregistré tout ce qu'on s'avait dit au moment de la préparation, on gagnerait du temps maintenant. C'est vrai qu'on aurait dû faire un podcast de comment cette table ronde a vu le jour. Fais attention, il y a des gens comme Sandrone qui risquent de nous inviter après sur ce genre de sujet. Mais est-ce que, comme Kev, tu as lancé une perche tout à l'heure là pour parler de brief, débrief, est-ce que, alors, il y a aussi tout ce qui est sécurité émotionnelle, est-ce que c'est pas justement le moment où on peut faire se recentrer un petit peu là-dessus? Je pense qu'on peut essayer de discuter largement de comment est-ce qu'en jeu de rôle on propose de designer une certaine expérience. Par expérience, on entend une exploration fictionnelle là sur le moment, mais déjà une expérience humaine autour de ça. Il y a une fiction, il y a les gens qui en parlent, la façon dont ça c'est un grand credo, c'est que la façon dont on construit la fiction, la façon dont on crée la fiction est plus importante que la fiction elle-même. Il y a un avant, il y a un après, et ces avant et après, ils peuvent aussi être pris en charge par le jeu, que ce soit en disant
que ce soit la façon de certains jeux de dire mettez-vous à l'aise, soyez une petite discussion entre potes avant, ou a posteriori avec des jeux qui proposent un débrief plus ou moins cadré, plus ou moins fixé. Et la sécurité émotionnelle, ça fait partie de ça là aussi, c'est-à-dire que c'est un ensemble de techniques qu'on décide ou pas de mettre en avant, qu'on fait sciemment en sachant qu'on va avoir potentiellement une difficulté à l'utiliser, mais qu'on est dans un cadre d'écoute, qu'on a plus largement l'intention de faire attention les unes aux autres, et qui est effectivement un outil qu'on a pour s'aider à une rencontre plus intime, si c'est ce que l'on cherche en fait. Je vais peut-être le laisser en suspens comme ça avant de creuser. Et puis c'est un outil qu'on peut travailler. Moi, il y a un outil que j'aime beaucoup dans les outils de sécurité émotionnelle qu'on appelle les voiles. Donc ça, c'était le format tel que je l'ai découvert, mais en tout cas initialement, à savoir les lignes, c'est les sujets qu'on ne va pas aborder, la ligne rouge, quoi. Les voiles, c'est les sujets sur lesquels on va pas s'attarder ou dans lesquels on va pas rentrer en détail. Donc initialement, c'est des propositions qui sont faites pour que les personnes puissent donner leur ligne et leur voile, les personnes qui jouent autour de la table, et se sécuriser. Et puis ce truc-là a évolué progressivement, notamment à l'initiative de Jamie Nedjadi. On a eu une troisième liste. Jamie utilise des couleurs. Donc le bloc rouge, c'est ce qu'on n'évoquera pas. Le bloc jaune, c'est ce qu'on évoquera pas en détail. Et Jamie a rajouté le bloc vert, soit ce qu'on a envie de voir. Donc ça ouvre déjà le champ des possibles. Moi, j'ai repris ça à mon compte pour un certain nombre de mes jeux. C'est présent notamment dans les 4 jeux de la série des couleurs de l'amitié, où j'ai pré-rempli une partie de ces listes. C'est-à-dire que je veux laisser la possibilité aux joueuses de noter ce qui leur convient, ce qui leur convient pas. Mais en plus, moi, j'ai dit, OK, mon jeu, ça va pas parler de ça va pas tellement parler de ça, et ça va vraiment parler de ça. Pour chacun des jeux. Ce qui permet aux joueuses d'avoir en une page et une liste simple et claire, une lecture, une lisibilité transversale de ce qui va ou ne va pas être abordé dans le jeu. Donc, on guide tout de suite l'expérience, ça permet de faire le tri de ce dont on va parler, de ce dont on ne va pas parler, et puis d'avoir quand même la place de rajouter ses limites. Et du coup, ça permet tout de suite de dire, bah, là, on va parler intimité. Cet après-midi, je vais jouer à la cyberconvention, un des 4 jeux de cette série-là, qui s'appelle Se souvenir de novembre. Se souvenir de novembre, c'est un jeu où on joue des personnages qui font le deuil, qui font ensemble le deuil d'un ami. C'était important de mettre des indications, des espèces de, vous savez, comme les lignes ou comme les rails sur une route, là, des éléments qui disent « Ok, voilà par où on va aller. C'est ça le chemin qu'on va prendre en gros. » Donc, on va parler de gens qui se retrouvent, qui se réunissent, mais ce n'est pas des règlements de compte. Il ne va pas y avoir l'ami décédé qui va revenir ou qui va se réveiller sous forme de zombie, parce que ce n'est pas ça qu'on va raconter. Et voilà, on donne un cadre qui dit bah, ça va être un moment triste mais doux. Et on fait ce qu'il faut pour. Et après, là-dedans, si vous avez des enjeux propres dont vous ne voulez pas parler, vous pouvez parler. Ça permet d'aller aborder un sujet intime, difficile, mais en sachant qu'on met les pieds dans un endroit qui n'est pas à risque pour nous. Voilà, c'est un exemple de comment on peut utiliser les outils de sécurité émotionnelle et comment même on peut les pimper pour en faire des outils quasiment narratifs. Je crois que c'est un truc qui a été très très bien fait dans Pour la Reine de Alex Roberts, où la carte X, elle sert non seulement à dire ce sujet-là, cette question-là, j'en veux pas, elle me met mal à l'aise, mais aussi cette question-là, elle m'intéresse pas, on y a déjà répondu plus tôt, ou cette question-là, franchement, ça raconte rien de très intéressant par rapport à là où on est, autant passer à la suivante, et où ça sert aussi à modeler la fiction. Et moi, je trouve que, ouais, les outils de sécurité émotionnelle, c'est triste d'en avoir qu'une lecture de sécurité, alors même que c'est des outils créatifs. Et c'est des outils de liberté. C'est pas des outils ils sont pas là pour restreindre, ils sont là au contraire pour créer un espace de liberté. À partir du moment où on sait qu'on est dans un espace safe, et pour nous et pour les autres, ça nous permet d'aller vachement plus loin, parce que, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est que évidemment, quand je joue, j'ai pas envie, mais que ce soit quand je joue ou quand je fais d'autres choses, j'ai pas envie de faire du mal ou d'être désagréable ou avec les gens avec qui je suis. Du coup, de poser un cadre qui nous dit tant qu'on reste dans ce cadre-là, on peut y aller
et que même si à un moment on va trop loin, moi j'ai un outil pour te le dire, ça nous donne une grande liberté de proposition. Et ces outils émotionnels, moi je les vis vraiment comme, vraiment créer un espace de consentement qui nous permet d'aller explorer jusqu'où on veut d'aller explorer, en sachant que de toute façon on a un garde-fou et qu'on est tous d'accord autour de la table, avec plus ou moins de difficultés à l'utiliser, pour en tout cas signifier aux autres quand il y a quelque chose qui pose problème et que tout le monde accepte qu'on nous le signifie. Et je trouve que c'est moi, depuis que j'ai découvert ça, c'est une vraie libération, quoi. C'est quelque chose, on parlait tout à l'heure avec le théâtre, on parlait un peu du théâtre. Au théâtre, on a besoin de ça aussi, parce qu'on a un engagement physique, on n'a pas toujours des rôles ou des pièces qui sont compliquées. On a besoin d'avoir ce moment où quelqu'un nous dit stop, là on va trop loin, ou allons-y doucement. Et la liberté que j'ai du coup sur une scène de théâtre, je la retrouve maintenant vraiment dans le jeu de rôle, parce que je sais que j'ai un cadre qui me permet de pouvoir me lâcher, quoi, sans être blessant ou ce qui n'empêche pas que des fois on va un peu trop loin et qu'effectivement le temps qu'on nous dise bah attends là ça va un peu trop loin, on a pu titiller des choses avant, mais malgré tout on a vraiment ce cadre qui est pour moi qui est indispensable maintenant. Pour peut-être pour qualifier aussi vos deux dernières interventions, moi il y a une espèce de shift que j'aimerais bien proposer autour de la sécurité émotionnelle, et plus largement en fait de la discussion qu'on a sur comment ne pas se faire de mal, comment ne pas se heurter quand on aborde des thèmes sensibles. C'est de voir la sécurité émotionnelle pas seulement comme en fait voilà, il y a une vision assez problématique, je pense, qui est celle dans laquelle c'est juste des outils pour protéger des personnes sensibles, ce qu'ils sont certes, mais il y a aussi une question d'accompagner les personnes qui ne sont pas sensibles, c'est-à-dire les accompagner elles à travailler et jouer avec les autres, et à s'ouvrir elles-mêmes, quoi. Et je dis pas tant ça au sens de je vais imposer ça à d'autres personnes, mais de moi-même, c'est-à-dire moi j'ai vraiment eu un stade où je me suis rendu compte que j'avais pas assez accès à mes émotions, que je jouais pas assez sur un registre émotionnel qui m'intéressait, que j'étais frustré de ne pas y avoir accès en un certain sens, et où je voulais mettre en avant, en fait, je suis allé de plus en plus vers des jeux qui font très attention à la sécurité émotionnelle, aussi parce que les thèmes dedans sont difficiles, parce que je voulais revenir à ça et je voulais sortir de cette espèce d'insensibilité, quoi. Et faire le shift de passer de pauvres personnes sensibles qu'il faut protéger, qui est toujours un peu paternaliste dans la façon de le voir, à la construction d'un espace de justesse dans lequel on a plus de place pour s'exprimer et plus de liberté pour se protéger de soi-même également. C'est des choses qui me parlent assez. Et ouais, non, c'est bon. Non. Moi, si. Moi, j'ai des choses à rebondir sur toi si tu veux, hein, mais toujours. Mais tu n'avais pas terminé, je crois. Ouais, je voulais juste ouvrir une autre porte, mais on n'est pas forcément obligé d'aller très loin là-dedans. C'est paradoxalement se construire en soi des expériences safe, c'est-à-dire, enfin, autant qu'elles puissent l'être, c'est-à-dire se construire en fait les éléments, les outils dont on a besoin pour s'écouter, pour faire attention à ce qu'on met en avant dans la fiction. C'est aussi paradoxalement s'ouvrir la possibilité d'expériences unsafe faites pour l'être, c'est-à-dire se mettre d'accord sur le fait qu'on va jouer quelque chose qui va être dur, qui va être difficile, contre lequel on va avoir du mal à se protéger, en fait. Et il y a un jeu en particulier qui me vient en tête qui est qui est dur à jouer, ne serait-ce que techniquement, c'est vraiment ça demande beaucoup d'invention, et le jeu nous dit dès le début vous allez avoir du mal et tout. C'est Shades de Victor Gisbert, qui est un jeu dans lequel donc ça se joue à deux, c'est des fantômes qui reviennent à un endroit où ils se sont fait du mal il y a longtemps. Et le point de base, c'est qu'on va jouer ces personnages enfin, on va rien créer à la base, on va pas créer de setting, pas de personnage, rien, et on va par petites touches, par petits points de setting, petit à petit faire apparaître le monde autour de nous, puis plonger dans des souvenirs pour les expliquer. En fait, il y a rien qui préexiste à la partie, ce qui rend assez difficile de se mettre d'accord sur ce qu'on ne verra pas. Bon, on peut jouer des lignes et des voiles, enfin on peut poser des lignes et voiles pour rapidement ne pas y aller, mais en fait, avant de jouer, on a vraiment très très peu d'idées de ce vers quoi la partie va aller, et le jeu nous induit explicitement à ne pas le préparer à l'avance, quoi. Donc, du point de vue des techniques de sécurité émotionnelle, on peut mettre des filets, on peut faire en sorte que si on tombe pas trop violemment.
mais c'est assez dur de savoir à l'avance ce qu'il va y avoir dedans. Et c'est une problématique assez générale d'ailleurs, je pense. Et c'est des expériences qui, mine de rien, moi, m'ont amené des moments de... Comment dire ? Des moments où on retient son souffle, en fait. Face à une seule autre personne, c'est rare d'avoir... Bon, j'ai un grand amour pour les jeux à deux, pour ce côté un peu cocon qu'on se crée avec quelqu'un d'autre. Et ces moments où je suis seul avec une autre personne, on a la soirée à passer à parler de ce jeu, et où j'ai peur que ça aille dans telle ou telle direction, je veux le faire sentir, et je rentre dans une espèce de dialogue qui est en fait qui peut avoir une justesse, une espèce de beauté là-dedans, quoi. Voilà, je sais pas si je suis très clair, c'est le plaisir en fait de jouer, le jouer unsafe entre guillemets, mais avec des personnes en confiance, dans une exploration en fait dans une exploration dont on ne sait pas exactement quels vont être les contours à l'avance et dont on ne sait pas jusqu'où elle va aller, parce qu'on s'explore aussi soi-même, parce qu'on est en train de boucler. Moi, pour reprendre sur ce que tu disais un peu plus tôt, alors c'est pas pour le côté unsafe, mais un de mes outils préférés, dont je suis pas certaine qu'on puisse le mettre dans les outils de sécurité émotionnelle, mais c'est un outil de débrief qui s'appelle les Stars and Wishes, donc les étoiles et les vœux, qui consiste en gros en fin de partie. C'est le débrief cette fois-ci, pas en début de partie, en fin de partie, à définir, alors à dire deux choses. D'abord donner une étoile, en gros indiquer ce qu'on a préféré dans la partie, que ce soit une scène, le repas d'une personne, un rebondissement scénaristique, une description, que sais-je, un bruitage. Il y a des gens qui font très bien l'escalier, paraît-il. Et un wish, qui est très utile notamment quand on joue en campagne, qui consiste à indiquer ce qu'on aimerait avoir pour la partie suivante. Parce que j'aime beaucoup les outils de sécu émotionnel pour dire ce qu'on veut pas. J'aime encore plus quand on a aussi des outils pour dire ce dont on a envie, ce qu'on aime, ce qui nous fait plaisir. Je crois que les deux vont vraiment de pair et que faire l'un sans l'autre, c'est un peu dommage. Et que dire, moi j'ai envie de jouer ça, moi j'ai envie pour la prochaine partie de jouer, je sais pas, une grosse baston ou au contraire une histoire d'amour compliquée. Ça permet aussi de construire des enthousiasmes et de construire un monde narratif désirable où non seulement on se fait pas du mal, mais en plus on peut se faire du bien. Et je crois que les deux se construisent ensemble et que on parlait de dévoilement et de rencontre. Moi je sais que il y a une part de dévoilement quand je distribue mes étoiles, quand je donne une étoile en disant ça j'ai adoré, voilà, KF, j'ai adoré comment tu avais un personnage mais tu le jouais jamais et à la place tu jouais tout le temps le décor et j'ai trouvé que c'était une approche de jeu à laquelle j'aurais jamais pensé et que je trouvais ça très subtil. Ou Guillaume, j'ai adoré comment tu étais capable d'utiliser ta gourde pour donner une ambiance étrange en plein milieu de partie. J'aurais jamais pensé, vraiment. Mais en même temps, on donne de l'amour quoi en faisant ça et je crois que ça construit des parties dans lesquelles on se sent quand même bien. Alors, je t'arrête un instant. On va faire la battle tout de suite. Guillaume, qui de toi et moi a déjà joué une bouteille d'eau dans un jeu de rôle? As-tu déjà joué une gourde? Alors, bouteilles. non, je ne pense pas avoir joué dans un jeu de rôle. Par contre, j'ai joué un coton-tige dans une pièce de spectacle de théâtre. Bon, tu gagnes ce round finalement. Désolé, Mathilde, je te rends la parole. T'inquiète. J'ai vu des questions plus étranges en table ronde à la première convention. Je sais pas si tu as fini. Non, juste pour rebondir, moi, ce que je trouve intéressant dans tout ce qu'on se dit, que ça soit en termes d'outils, autant pour la préparation que pour le débrief, c'est créer cet espace où faire comprendre, enfin, en tout cas, dire à tout le monde que tout le monde est légitime pour exprimer ses souhaits, ses doutes, ses craintes ou ses inquiétudes ou ces moments où, en tout cas, tout le monde est légitime pour s'exprimer pendant la partie, avant ou après. Moi, je trouve ça hyper important. Quand j'ai commencé le jeu de rôle, il y a très très longtemps, c'est-à-dire que les téléphones portables n'existaient pas, il y avait une sorte de sacralisation, je sais pas, où en fait, une fois que la partie était commencée, il y avait le MJ, il y avait les joueurs, et c'était la partie coûte que coûte, quoi. Je pense que j'ai évolué, je pense que le jeu a évolué aussi, et en fait, on est maintenant vraiment dans cet espace de partage où tout le monde a la même place autour de la table, en tout cas pour moi c'est important, et qu'on est tous légitimes
à pouvoir dire, bah, moi j'ai envie de jouer ça, moi ça j'ai aimé, ça quand on va de ce côté-là, ça me plaît pas, ou ça me heurte, ou voilà, les combats ils ont duré 2 heures, moi je trouve ça chiant. En tout cas, utiliser ces outils et créer cette espèce de dialogue, ça permet à chacun d'être légitime à s'exprimer et sur ce qu'on est en train de jouer et sur ce qu'on ressent de la partie. Et je trouve ça hyper sain, en fait. Et je pense que je sais pas si c'est important pour tout le monde, mais en tout cas, ça l'est pour moi. Et j'aime ça. Et j'aime échanger, effectivement, ce que tu dis sur ce qu'on a aimé dans la partie, sur les moments où on a trouvé que c'était moins intéressant, ou je trouve que ça fait partie de l'expérience, quoi. Et de la rencontre et d'être ensemble, quoi. Eh ben, merci Guillaume, parce que ce que tu viens de dire, je trouve, est une bonne conclusion à la fois à cette dernière partie sur la mise en place de la rencontre, mais aussi sur en fait un peu comment est-ce que le jeu de rôle permet des rencontres. Et si ça vous va, autour de la table, on a quelques questions dans le chat. Je vais commencer par la première qui nous a été posée par Sandrone. Qui demande: est-ce que vous avez déjà présenté des parts de vous en jeu de rôle que vous ne montrez pas ailleurs? Alors, je ne sais pas qui a envie de se saisir de la question, parce qu'elle s'adresse à vous toutes et tous. Donc, allez-y. Surtout, est-ce qu'on a envie de le dire à la table ronde, tu vois? Ouais. Ah, ça, je sais pas. Les réponses à ça, mais c'est compliqué. C'est ça. Moi j'ai envie de te répondre oui, mais je vais avoir du mal à rentrer dans le détail parce que vraiment c'est des questions intimes, quoi. C'est des, je vais quand même dire 2-3 mots, mais il y a comment? Ah non, c'est chaud. C'est désolé, Sandrone, en live si tu veux, mais oui, des défauts que j'avais. En fait, il y a des défauts que j'avais et que je n'osais pas, comment dire, que je n'osais pas assumer parce que parce qu'ils allaient, comment dire. Non, c'est trop dur. je dis pas ça devant 50 personnes, non. C'est la question piège. Moi, je suis incapable de savoir. C'est important pour moi d'être, pour l'expression Moscavo, mais un livre ouvert, de ne pas être une personne différente en fonction des circonstances, et d'assumer ce que je suis, ce que je vis, ce que je pense. Ce qui fait qu'en jeu de rôle, je vais explorer éventuellement des choses que je n'assumerais pas, c'est des choses qui ne sont pas des parts de moi-même, en me disant je vais jouer un personnage qui ne me ressemble pas, par curiosité, pour explorer la posture, et même ça je le fais plus tellement. Donc là-dessus, non, des choses que je n'assumerais pas dans la vie que je joue en jeu de rôle, pas tellement. Par contre, je pense que tu vois, quand je parlais de mon premier personnage qui était une demi-elfe rôdeuse, je crois qu'il y a un truc de... Il y a un truc, j'ai sûrement, je suis pas sûr que j'ai joué des choses que j'avais pas encore compris de moi en jeu de rôle, et je sais pas à quel point je les aurais assumées à l'époque si on m'avait montré un point saillant de, typiquement, je joue beaucoup de personnages qui ont une posture de genre pas dans une binarité classique. Je sais pas à quel point je l'aurais assumé, je sais que je le revendiquais pas en tout cas. Voilà, c'est le plus proche que j'ai en termes de considération à ce point de vue. Après, est-ce que la question c'est est-ce qu'on se permet des choses en jeu de rôle qu'on ne se permettrait pas dans la vie? Je vais m'autant dire que heureusement, parce que, ne serait-ce que quand je joue, tu vois, quand tu joues un salopard, encore une fois, que ce soit en jeu de rôle ou en théâtre, j'espère que il fait des choses que je ne me permettrai jamais de faire dans la vraie vie. Après, je pense pas avoir fait en jeu de rôle des choses que je ferais pas ailleurs. Enfin, tu vois, comment dire. Encore une fois, je suis comédien à côté, donc je pense que j'ai fait tellement de choses sur scène depuis 20 ans que il n'y a rien que j'ai fait en jeu de rôle que j'ai pas pu expérimenter d'un côté ou de l'autre. Du coup, c'est un peu confus. Ça sent dans ma réponse que c'est confus. Mais je pense que moi, j'adore vraiment créer des personnages. Je suis un peu ce qu'on appelle, même si ça ne veut pas dire grand-chose, je suis un acteur de composition. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est
c'est de créer des personnages. En jeu de rôle et au théâtre, j'essaye de jamais jouer 2 fois le même personnage de suite. Alors forcément, il y a des choses qui peuvent se ressembler dans des personnages, mais du coup, je joue plein de trucs qui me semblent différents de ce que je suis dans la vie, et justement, c'est la somme de toutes ces différences qui va créer le point commun qui fait que moi, je me retrouve au milieu. Je réponds pas du tout à la question. Je vais arrêter. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui est pas facile. Je pense que quelqu'un l'a posée dans le chat, donc il fallait que je vous la pose. Moi-même, j'aurais pas, je suis pas sûre de savoir comment y répondre. Mais un truc basique, dans plein de jeux de rôle, ça nous arrive de tuer des gens. Je le ferai jamais en vrai. Notamment en ce moment, je fais une campagne de vampires. J'ose imaginer que ce qu'est capable de faire mon vampire, je n'en suis pas capable en vrai. Je suis capable de l'imaginer, évidemment. Donc je suis capable de pécher par la pensée. Je ne sais plus comment on dit là chez les chrétiens. Mais évidemment, on fait des choses qu'on ne ferait pas en vrai. Mais Lisa, c'est une très bonne question. Moi, je suis assez convaincu qu'on gagnerait tout à se la poser à intervalles réguliers. Tu vois. Elle vient résonner très très fort avec tout ce qu'on a dit au début de la table ronde. Ah oui, mais même, tu vois, dans des choses que j'ai pu faire en vrai, il y a des choses, je sais même pas si je serais capable de les faire une deuxième fois. C'est difficile de savoir ce qu'on est. Je vais reprendre un exemple. Il y a 10 ans de ça, il y a 12 ans exactement, parce que Sabine était enceinte de Valentin. Il y a eu le feu dans l'immeuble où on a notre compagnie de théâtre. On est tous sortis de l'appartement paniqués, et j'ai entendu quelqu'un qui a crié « Madame Silla, mais encore chez elle. Elle était au dernier étage. » On n'a pas réfléchi avec un collègue, on est monté, on allait la chercher, et on a vraiment cru qu'on allait y passer. Et pendant toute la descente, j'ai pensé qu'il y a une seule chose, je peux pas mourir, je vais être papa. Ça, on l'a fait à l'époque. Ça se reproduirait maintenant. Est-ce que je ferais la même chose? J'en ai aucune idée. Est-ce que j'irais? Est-ce que j'aurais la trouille? Est-ce que... Je sais pas. Il y a plein de choses comme ça Et c'est intéressant dans le jeu de rôle, parce que dans le jeu de rôle, on peut se projeter en espérant sur une scène comme ça héroïque. Je pense notre personnage il est héroïque et on espère qu'on le serait autant dans la réalité. Mais en fait, on ne sait pas. C'est pareil, je crois que je suis encore sorti du sujet. Oui, mais c'est pas très grave parce que ça résonne quand même avec la question. Et puis moi, ça me permet de revenir sur les autres questions qui ont été posées, notamment une question de Noyo, qui est notre régisseur, coucou, qui demandait... régisseur dans le spectacle, et qui est aussi régisseur dans le spectacle, ouais. C'est vraiment une table ronde avec que des gens cool, mais bon, voilà. Bref, c'est pas le sujet. Qui avait une question qui était un peu tangente et liée au sujet quand même. Pour vous, quelle technique on peut utiliser pour amener des gens à chercher la recherche de soi, la vulnérabilité dans le jeu de rôle? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément des thèmes ou des choses qui sont très évidentes. On cherche pas toujours ça et on se questionne pas toujours sur comment se rendre vulnérable en jeu de rôle. Mais est-ce que vous, quand vous cherchez ça, vous avez des outils, des trucs pour que ça soit plus facile à faire? Je reformule un peu ta question, Noyo, mais... Je pense, pour peut-être déjà, avant de parler de technique, je pense qu'il y a des jeux qui s'y prêtent plus que d'autres. Il y a des jeux où toute la mécanique va être sur l'exploration des personnages, des émotions des personnages, ou les rapports émotionnels, ou notamment rien que le fait d'être dans un jeu narratif. Du coup, on va construire l'histoire plutôt que dans un jeu tactique. C'est nul de séparer comme ça, mais c'est vraiment pour essayer d'être un peu caricatural. Va faire que les choix vont pas forcément être les mêmes. Dans un jeu qui va être plus orienté tactique, on va faire des choix pour réussir, pour gagner, pour réussir à trouver le trésor du donjon sans perdre notre personnage, j'en sais rien. Dans un jeu qui va être plus narratif, on va peut-être plus facilement choisir ce qu'on sent pour voir ce qui va se passer. Notamment, si on prend juste l'exemple des PBTA, donc les jeux propulsés par l'Apocalypse, où on n'est pas sur de l'ordre de l'échec et de réussite, mais sur voir comment la fiction elle évolue en fonction de nos choix. On va peut-être plus facilement
aller chercher des choix qui sont pas tactiques, mais qui soient sentis et qui vont nous apporter, peut-être nous orienter plus à jouer sincèrement notre personnage. Déjà, rien que voilà, sur le choix du jeu, on va déjà plus aller chercher ça. Et après, moi, je pense que créer cet espace de confiance, elle aide vachement. Et simplement, quand quelqu'un perce un peu la coquille, que les autres autour de la table disent « super » ou lèvent le pouce, ou rien que sur comme ça, juste une mécanique d'encouragement, ça aide. Ça aide à oser, en tout cas. Ouais, je vais un peu rebondir sur ce que dit Guillaume. Alors, ça va sonner comme de l'autopromo. Je trouve que c'est une des problématiques d'un certain nombre de mes jeux, donc je ne suis pas tellement. Enfin, c'est la meilleure option que j'ai sous la main. Là. Tu veux que je le fasse à ta place? Ok, on va faire ça alors. Moi, je vais juste rebondir sur un truc que disait Guillaume. C'est qu'en premier lieu, de l'expérience que j'en ai, on peut faire tous les outils qu'on veut. Il faut commencer par avoir des joueuses qui ont envie de se dévoiler. Et moi, typiquement, je parlais de ce souvenir de novembre tout à l'heure. Quand j'ai inscrit la partie à la CyberCon, je n'étais pas du tout sûr que j'aurais une table pleine, pour la simple et bonne raison que quand j'ai playtesté les 4 jeux de la série des couleurs de l'amitié, celui-ci, c'est celui sur lequel c'était le plus compliqué d'avoir des playtesteuses. Alors, j'ai eu une table complète, hein, mais j'ai eu beaucoup de gens qui disent moi, celui-ci, je vais passer mon tour parce que jouer un personnage en deuil, en fait, non. Donc, il faut commencer par avoir envie, en fait. Il faut commencer par jouer avec des gens qui ont envie de se dévoiler. Il y a une expression qui dit se dévoiler, se mettre à nu. Il y a un truc de se mettre en état de vulnérabilité et accepter ça devant les gens. C'est pas nécessairement évident en fonction de nos vécus, de nos genres, de nos parcours, de plein de choses. C'est plus ou moins évident et en fonction des personnes qui sont en face aussi. Mais tous les outils du monde ne compensera pas le fait que on est autour d'une table, on est prêt à se dévoiler et on est prêt à se dévoiler face à ces personnes-là. Et on leur fait confiance pour pas venir mettre un coup d'épée dans le coin d'armure qu'on aura relevé pour montrer notre ventre. Voilà. Et après, je crois qu'effectivement, il y a des jeux qui sont dédiés et des jeux qui construisent des mécaniques pour ça. Et je passe la main à Gaël. Yes, bah, j'attrape. Effectivement, je pense que en termes d'outils, donc moi j'ai vraiment la même réaction à faire que Melville, qui est tu ne peux pas pousser quelqu'un qui ne le souhaite pas à s'ouvrir et à se vulnérabiliser, et en plus éthiquement c'est vraiment pas top. Mais donc il faut une volonté quoi si on a envie de travailler avec. Et ensuite moi ce qui me semble être pertinent comme outil, c'est effectivement ça peut pas être des outils au sens d'un petit machin que tu mets sur la table, comme juste une carte X. C'est obligé d'être quelque chose qui va changer les conditions dans lesquelles tu parles, les conditions dans lesquelles tu interagis avec les autres, quelque chose qui va changer le système au sens large, c'est-à-dire comment est-ce qu'on joue ensemble, quoi. C'est pour ça que les outils que moi j'aurais tendance à aller chercher, c'est des jeux qui parlent de cette vulnérabilité-là. Typiquement, si tu veux parler de deuil, tu as La vie de l'absent, aussi un autre jeu sur ce même sujet, qui te propose à plusieurs de raconter les différents souvenirs que différentes personnes ont d'une personne qui vient de décéder. Et des jeux qui parlent de vulnérabilité, dans les jeux qui parlent de vulnérabilité, il y a par exemple Bois dormant de Melville, donc sur une communauté, dans un setting qui peut avoir un aspect un peu post-apo, mais une communauté de personnes qui ont choisi la non-violence au milieu d'une ville enfermée, une ville dans laquelle il y a un blocus gouvernemental qui empêche de sortir, et qui se retrouve au milieu d'un monde en fait essentiel, où l'essentiel des personnes sont en train de dormir, tombées dans une espèce de catatonie quasi magique, de laquelle eux ils doivent continuer à vivre à côté, quoi. Et c'est un jeu dans lequel on joue des personnages qui ont un travail émotionnel à faire qui n'est pas forcément évident, des personnages qui peuvent craquer, qui en ont assez, qui ne savent plus vraiment où est-ce qu'ils en sont, qui sont pas sûrs que tout ça va marcher, va fonctionner, qui sont pas sûrs de leur place dans cette communauté. Et c'est un jeu dans lequel on avance par la vulnérabilité, en se mettant en avant ce qui ne va pas avec le personnage, en le mettant dans des situations, en le mettant au bord du ravin, disons, pour reprendre le terme de quelqu'un d'autre, et en attendant ensuite en offrant la possibilité, entre guillemets, à d'autres de venir nous aider. C'est-à-dire que l'avancée mécanique du jeu se fait aussi par des jetons qui sont obtenus par la vulnérabilité. C'est un jeu dans lequel je peux fonder une scène sur les difficultés de mon personnage et où sa mise en vulnérabilité est une action possible préparée d'un certain sens prévue par le jeu. Et pour terminer un peu là-dessus, pour continuer dans cette direction-là,
il y a un type d'expérience vraiment très spécifique que je trouve hyper intense pour se vulnérabiliser, ce sont les jeux à deux. Je vais peut-être juste sortir un truc, qui n'est pas un jeu à deux et qui n'est pas vraiment, qui ne parle pas tant que ça d'émotionnel. Et encore, c'est Trip to Sky de Romaric Briand, qui propose de jouer des campagnes d'aventure dans un monde assez magique. Et avant la partie qu'on joue, on fait une partie en solo. Donc chaque joueur-joueuse, il y a 3-4 joueurs-joueuses à la table, plus une meneuse. Mais avant de jouer la première partie ensemble, la meneuse a eu une partie solo avec chaque joueuse indépendamment. Et ça crée en fait, le personnage naît dans l'intimité d'une relation à deux avant de s'intégrer à un groupe plus grand. Et moi, ça m'a permis en fait de faire le lien entre d'un côté des jeux très intimes que l'on joue avec cet intérêt pour la vulnérabilité, pour l'émotion et le dévoilement, et d'un autre côté des jeux d'aventure auxquels moi l'aventure je lui attribue plutôt l'idée de partir de l'avant en ayant un peu peur de rien, on va peut-être jouer des vagues romances sur le côté ou quoi, mais ça va pas être si intense. Et dans un dispositif comme ça, c'est-à-dire des petites parties solo d'abord pour poser un personnage dans un portrait intime et ensuite l'intégrer à un plus grand groupe d'aventures, on se trouve avec des aventures qui ont ce caractère très émotionnel, dans lequel on voit les vulnérabilités des personnages, on les expose. Et c'est peut-être un outil, un des outils qu'on peut le plus récupérer et intégrer sur un autre jeu. C'est-à-dire ça, c'est un truc que tu peux faire dans plein d'autres parties de jeux de rôle, y compris à mon avis dans des jeux beaucoup plus traditionnels. C'est la partie solo où on se centre sur des problématiques intimes et personnelles du personnage avant de le réintégrer à un plus grand groupe dans lequel ces enjeux vont avoir une résonance autre. Est-ce que je peux... on a encore le temps pour... Vas-y, on a encore le temps pour... d'aller très vite. Pour une intervention. Pour modérer, j'en sais rien. Mais, là, on parle beaucoup de vulnérabilité ou même de choses, de deuil ou de choses assez... de grosses d'émotions ou de souffrance ou de vulnérabilité, tout ça. Mais je pense que les émotions, c'est aussi chercher des... moi, j'adore la sincérité et la justesse des choses simples aussi. C'est-à-dire que jouer juste la sincérité de son personnage, des moments doux, des moments poétiques et des moments souriants, sans forcément aller toujours chercher des choses dures. Je pense que moi, ça m'intéresse autant. Et notamment, il y a un jeu qui peut aussi aider à commencer à se dévoiler, à chercher cette sincérité. C'est des jeux comme par exemple Happy Together de Willox, parce que c'est peut-être aussi plus facile de trouver comme ça ces moments d'intimité. Le jeu est construit pour... on se nourrit aussi, on commence chaque scène par décrire un peu les sensations qu'on a, les odeurs, du coup créer ce sentiment d'intimité, de groupe, d'être ensemble, pour pouvoir aller chercher aussi des choses positives et de sentir qu'est-ce que ça peut être aussi de jouer sincèrement un personnage sans forcément aller dans des choses dramatiques, exceptionnelles, ou juste trouver des moments, quoi. Et après ces moments, on peut les placer dans n'importe quelle autre partie, même une partie, trouver des petits moments de simplicité autour d'un feu dans une partie de Donjons et Dragons, pourquoi pas, ça peut être des moments très chouettes à jouer. Et après, du coup, quand on commence à avoir aussi ce goût de sentir la sincérité de son personnage, et peut-être des fois de l'amener plus loin, où on s'ouvre un peu plus, où on va chercher dans des choses peut-être qui relèvent un peu plus les poils des bras. Mais moi, je suis un amoureux de la simplicité aussi. Juste des petits moments de partage, mais comme dans la vie de tous les jours, mes moments simples, je les apprécie autant que les moments exceptionnels. Dans les films, j'adore les films, les livres, j'adore aussi des petits moments. Le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre d'une autrice japonaise, c'est des gens qui prennent le train. Et il y a pas d'invasion de zombies, il n'y a pas de drame déchirant, et c'est un moment qui est fabuleux pour ça. C'est l'ode de la simplicité là que je peux balancer. Je vais du coup juste me permettre de rebondir, puisque tu as cité des jeux qui permettent de jouer avec les émotions et d'une certaine manière de se dévoiler à travers les émotions qu'on joue d'un personnage. Il y en a deux qui me viennent en tête. C'est Bulle de Silphel
et Ouais. Symbiose. Symbiose, j'arrive jamais à me rappeler de qui l'a écrit. On me l'a dit 50 fois. Ça rentre pas, je suis vraiment désolée, mais je sais qu'il est disponible sur Force Drama. Donc voilà. C'est 2 jeux qui permettent de jouer avec ses émotions et qui sont pour moi de très bonnes. Si, c'est Nitz, voilà, merci KF. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Et puis dans des Bref. jeux plus aventure, parce qu'on peut jouer aussi des émotions sur ces aventures, il y a Masque qui est super intéressant, qui est un PBTA de super-héros, où les blessures, c'est des états émotionnels, nos actions, nos caracs, c'est plus c'est comment dire, notre comportement, on n'est pas fort, on est dangereux, on n'est pas agile, on est sauveur. Enfin voilà, du coup, c'est aussi un jeu qui va permettre aussi de chercher la sincérité de son personnage en vivant des aventures héroïques. Moi, je trouve qu'il est très 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 bien aussi pour ça. Et Je peux en... vas-y, si je peux en je citer un te dernier, laisse je en sais qu'on citer un tire et la corde, après on passe à la fin. Ouais. Il y a Héros d'Argile en cours de... Je crois qu'il est en cours de financement ou qui est tout juste fini par Manon et Simon Lee. Héros d'Argile, c'est aussi du super-héros très centré sur à la fois la puissance, mais aussi les aspects beaucoup plus vulnérables. Et un dispositif intéressant, c'est qu'il y a un unique personnage qui joue le ou la super-héroïne, et les autres sont sidekick, vilains, etc. Mais en fait, on est centré sur la vulnérabilité d'un seul personnage, et on l'explore par beaucoup d'aspects différents. Et c'est aussi une forme de simplicité, pour reprendre l'argument de Guillaume, c'est-à-dire que au lieu de se pencher sur toute une table différente en même temps, on est toutes et tous ensemble sur les états émotionnels d'une personne, sa vie, qu'est-ce qui se passe autour d'elle, et toute cette complexité, elle est parfois difficile à atteindre dans une table où chacune veut jouer son propre personnage. Et moi, c'est ma découverte de ces derniers temps aussi, c'est être plusieurs penchés sur un seul unique personnage, ça permet une exploration en profondeur qui est super intéressante. Allez, c'est très bien parce que on arrive à la fin du temps qui nous est alloué pour cette table ronde. On va rendre l'antenne tout de suite, je pense. On a un petit peu tiré sur la corde. Je tiens quand même à vous remercier parce que c'était super agréable d'avoir cette discussion avec vous. C'était au moins aussi agréable que la fois où on s'est retrouvés pour préparer la table ronde. Et je suis vraiment très contente d'avoir été votre animatrice, même si vous n'avez pas eu besoin de moi parce que vous avez tout enchaîné de ouf. Bien sûr que si. Non, mais vous même. Êtes incroyable. Bien sûr qu'on a besoin de toi, Lisa. Merci Guillaume. En tout cas, je rends l'antenne donc. Au revoir à plus tard, tout le monde sur le chat. Et merci encore à vous d'avoir tenu cette discussion. Et merci à Magourde d'avoir mis l'ambiance. Merci pour les bruitages. La gourde de café est bien plus discrète. Ah, mais il a déjà joué.